Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30 tout d'abord. Une demi-heure pour faire le point sur l'actualité boursière et sur les tendances à la mi-journée. Et ensuite la grande édition du soir à 17h, 1 heure pour revenir sur les enjeux de marché et évidemment sur les grands sujets du moment. Et au sommaire de cette édition, l'Ukraine cherche la paix sans délai. C'est en substance ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky. Ce dernier laisse entendre que l'Ukraine pourrait se conformer au statut de neutralité au sens auquel l'entend la Russie, offrir également des garanties de sécurité à la Russie, toujours au sens où l'entend la Russie, et même accepter des compromis dans les régions séparatistes à l'est de l'Ukraine afin d'obtenir au plus vite un cessez-le-feu. Mais selon le président ukrainien, la situation ne peut se résoudre que par le biais d'un échange direct avec Vladimir Poutine, alors que vont justement se tenir cette semaine des négociations entre représentants russes et représentants ukrainiens à Istanbul. L'espoir d'un cessez-le-feu qui alimente en tout état de cause l'optimisme des marchés européens aujourd'hui qui évolue dans le vert depuis ce matin. Du côté des taux obligataires, les taux US forment actuellement une courbe plate ou presque. Le taux à 10 ans aux États-Unis a dépassé les 2,51% ce matin, un plafond qu'il n'avait pas atteint depuis les années 80. Il se situe actuellement aux alentours de 2,45%. Et si on regarde les autres taux américains, ils sont tous à peu près dans une fourchette comprise entre 2,40% et 2,70%. C'est vrai pour le taux à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans ou même le taux à 5 ans. Seules ombres au tableau, les taux à 3 et 6 ans qui évoluent sur des niveaux plus bas en matière donc, de taux obligataires. Une situation inédite qui pose autant de questions sur l'appréciation du marché sur l'appréciation du marché de la politique monétaire de la Fed que sur l'environnement de marché que cela dessine. Nous commenterons cette situation en plateau avec nos invités et nous regarderons également ce qui se passe du côté des taux européens où là pour le coup on voit également une progression des taux courts sur donc en ce qui concerne les dettes des différents États européens. Et dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous nous intéresserons plus particulièrement aux small et mid cap et à leur parcours de bourse depuis le début de l'année, mais nous en profiterons aussi pour regarder ce qu'il se passe du côté des IPO. L'année 2021 a vu de nombreux IPO sur le marché parisien, poussant certains observateurs à se demander si le marché n'allait pas en faire une indigestion. Qu'en est-il en ce début d'année 2022 ? Nous ferons le point dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse avec Vincent Le San, directeur général adjoint de Ports en Part. Bienvenue à vous tous, Smart Bourse, c'est parti. Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. La hausse reste franche pour le CAC. Wall Street, pour sa part, semble faire montre de plus d'hésitation. Après 2 semaines de hausse consécutive, globalement, le marché tâche de se concentrer sur la perspective de nouvelles discussions entre la Russie et l'Ukraine. Le Kremlin a confirmé la tenue de pourparlers entre négociateurs russes et ukrainiens en Turquie cette semaine. On relève aussi une annonce de Moscou. La Russie entend désormais se concentrer sur le Donbass et la Crimée. Volodymyr Zelensky a pour sa part indiqué étudier la demande russe d'un statut de neutralité de l'Ukraine dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie. Et puis, prudence toujours face au confinement de Shanghai et ses effets sur l'économie de la Chine. Les 25 millions d'habitants de la mégapole devront se faire tester en 2 vagues successives jusqu'au 8 avril. Les entreprises seront fermées. Un ralentissement dont l'effet anticipé se fait déjà sentir sur les cours du pétrole. À 3 jours d'une réunion de l'OPEP+, le baril de Brent recule, sans compter que les informations selon lesquelles un accord sur le nucléaire iranien serait proche impactent elles aussi les cours. Sur le marché obligataire, on retient que le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est passé au-dessus de la barre des 2,5% pour la première fois depuis les années 1980. La courbe des rendements entre les emprunts à 5 ans et 10 ans s'est inversée pour la première fois depuis 2006. En Europe, l'évolution des rendements obligataires profite aux valeurs de l'assurance ou encore des banques. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en nette hausse. Parmi les valeurs cycliques, Saint-Gobain et Schneider Electric sont aussi en hausse. Renault grimpe. Total Energy et Engie avancent elles aussi dans le vert. Selon les Échos, la France prévoit d'installer un nouveau terminal d'importation de gaz naturel liquéfié dans le port du Havre. À New York, Apple recule à la suite d'informations du quotidien Nikkei selon lesquelles Apple envisage de réduire sa production d'iPhone et d'AirPods du fait d'incertitudes liées à la guerre en Ukraine.
Voilà, donc tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. On regarde rapidement la tendance du CAC 40, donc à 17h05, le CAC 40 en hausse de 0,84% à 6608 points. Et nous enchaînons à présent avec Planète Marché, 40 minutes pour tenter de décrypter les actualités de marché et comprendre ce qu'il se passe donc sur les marchés financiers avec de l'actualité politique, économique et surtout évidemment financière. Aujourd'hui, pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'être avec Léa Dunant-Châtelet. Bonjour Léa Dunant-Châtelet, gérante et directrice de l'investissement responsable chez DNCA Investment. À côté de vous, Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre Baradez. Bonjour. Chef analyste chez IG. Et nous sommes également accompagnés de Bertrand Puif. Bonsoir Bertrand Puif. Bonjour à 17h. On ne sait plus trop, gérant des fonds FF France et FF Nordic Fund chez Fidelity. On va peut-être commencer avec vous, Alexandre Baradez. On se demande un peu comment comprendre cette situation de marché actuellement. On a des marchés qui remontent depuis un peu plus d'une semaine maintenant, en Europe mais aussi aux États-Unis, mais surtout en Europe où la baisse était plus marquée. On a l'impression de vivre et on vit effectivement au rythme des déclarations russes et ukrainiennes et avec cet espoir d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix, mais dans un contexte où il y a d'autres sujets d'inquiétude pour les investisseurs, l'inflation, la flambée des taux obligataires ou autre. Quelle est votre vision un peu globale du marché pour commencer ? Alors, la vision un peu globale, c'est qu'il y a quand même 3 sujets qui sont finalement assez liés aux yeux des investisseurs, qui sont pourtant des sujets différents, mais dont l'impact se ressent sur les différentes classes d'actifs. C'est-à-dire qu'il y avait une inflation qui existait avant la crise ukrainienne, bien sûr, à laquelle est venue se greffer la situation ukrainienne, inflationniste donc pour les matières premières, et en plus, réouverture de l'économie, en tout cas après les Jeux Olympiques en Chine, nouvelle vague de confinement du coup qui en résulte. Et donc, ces 3 facteurs en fait, qui viennent s'agréger et qui génèrent une inflation. Et cette même inflation fait donc bouger et réagir à la courbe des taux aux États-Unis. Vous l'avez dit, vous avez une partie de la courbe qui est même carrément inversée. 3, 5 et 7 ans sont au-dessus du 10 ans et sont au-dessus du 30 ans également. Donc, effectivement, la courbe elle est plate et puis elle commence à tanguer dangereusement. Et c'est vrai que historiquement, ce genre de situation peut déboucher. On l'avait vu en 2005, 2006, 2018 également. On a vu des points qui s'étaient vraiment très tassés, voire inversés. Ça peut générer effectivement des phases de stress. Donc là, pour l'instant, le marché, je ne dis pas qu'il veut, il veut croire que la situation va s'améliorer, en tout cas que toutes ces discussions vont déboucher sur quelque chose, sachant que si c'était le cas, on pourrait avoir après des effets assez puissants quand même. C'est-à-dire que si vous avez par exemple, la demande mondiale, la croissance mondiale qui se tasse un petit peu liée à ces effets géopolitiques. Sûr, ouais. Donc une demande, je ne dis pas que la demande des matières premières va être beaucoup plus faible, mais la demande de matières premières pourrait être perçue comme étant potentiellement un peu plus faible. Ensuite, si vous avez un cessez-le-feu, l'effet sur le pétrole, je pense, sera assez rapide. C'est-à-dire qu'on peut tomber très dans les $90, pas forcément pour aller chercher 60, mais il y aura quand même un effet en étage, même si là, le marché veut déjà y croire, il était monté à 130 pour le WTI, il est retombé près des $100. Il y aura quand même un effet supplémentaire s'il y a accord. Et ensuite, la question de la vague en Chine, à un moment donné, toutes les vagues retombent et donc ça retombera, la logistique ira un peu mieux. Et donc, on voit comment la baisse de la pression sur les prix pourrait arriver, mais l'échelle de temps pour que ça arrive, on ne voit pas ça, par contre, se produire avant au moins la fin du premier semestre. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois où la pression inflationniste va rester forte, où la courbe des taux va être pas terrible. Et c'est pour ça que ce rebond, par contre, qu'on a actuellement, moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait des phases, à nouveau, je ne dis pas de retour sur les points bas, parce que c'est quand même des gros points bas, mais des phases un peu de respiration, un peu consolidantes avant de repartir plus haut. Parce que est-ce qu'on pourrait dire finalement que le marché, là je prends l'exemple du CAC 40, mais d'autres marchés européens cherchent systématiquement les bonnes nouvelles au détriment d'un contexte général un peu moins positif, un peu moins optimiste ? Oui, mais parce que le marché se dit aussi que si un cessez-le-feu rapide, c'est une hypothèse. Si ça arrive dans 2 semaines, les multiples de valorisation ont quand même pas mal dégrossi. Donc, même que ce soit aux États-Unis et aussi en Europe. Donc ça veut dire que si jamais on a un cessez-le-feu rapide, entre guillemets, on continuera en matière économique à payer les conséquences finalement des sanctions financières et de la situation de guerre qu'on aura connue sur le sol européen. Oui, mais avec des matières premières qui vont se détendre. J'ai l'impression que ce que le marché regarde uniquement, c'est est-ce que les matières premières arrivent en fait ? Est-ce qu'elles arrivent ? À quelle vitesse elles arrivent ? Si ce canal-là reste pas trop dégradé, après effectivement il y aura des négociations là aussi qui vont être probablement très complexes et longues, mais tant que le canal des matières premières arrive, et si en plus il y a une baisse sur les prix constatée, je ne dis pas un effondrement des matières premières, c'est impossible, mais il y aura forcément un impact sur le blé, sur les cours du blé, sur les cours du pétrole,
pétrole, les métaux, le nickel qui est monté à des niveaux stratosphériques va être interrompu. Il y aura quand même un étage supplémentaire qui va être marqué. Et ça pourrait faire le jeu des valeurs de croissance, par exemple, qui pourraient trouver, même si elles ne se portent pas trop mal en ce moment, mais qui pourraient trouver un effet supplémentaire pour la peu plus haut. Alors on va regarder effectivement les valeurs peut-être dans un second temps. Avant, j'aimerais avoir votre avis, Bertrand Puif, également sur cette situation. Et finalement, on a l'impression que tout repose sur les prix des matières premières et de l'énergie, avec 3 causes qui nous ont été données donc, par Alexandre Baradez. Effectivement, la reprise donc, avec les goulots d'étranglement dont on parlait l'année dernière qui conduisent à une inflation, cette situation ukrainienne et du coup cette pandémie dont on n'est pas réellement sorti. On l'entendait dans le point bourse. Deuxième confinement en Chine, on nous avait annoncé donc dans le port de Shenzhen il y a 2 semaines, et maintenant on est effectivement sur la ville de Shanghai. Donc des questionnements, oui effectivement, sur jusqu'où vont aller les prix de l'énergie. C'est là le vrai questionnement actuellement. Je pense qu'effectivement, même si il y a un cessez-le-feu qui est signé rapidement, on restera en Europe sur des prix de l'énergie qui vont être élevés. Alors pas effectivement le pétrole qui est plus un marché mondial, mais le gaz qui est un marché donc régional. On a vu qu'il y a eu déjà une détente sur les prix du gaz en Europe, mais il faut quand même. On était monté à $70 par MMBTU, on est à 30, mais il faut quand même savoir que la moyenne sur les 10 dernières années c'est 12, et qu'aux États-Unis le gaz est à 4. D'accord. Donc on a quand même effectivement une légère différence. Voilà, une différence énorme. Et c'est vrai que même si on se stabilisait, disons entre 20 et 25, ça resterait encore 5 fois le prix du gaz aux États-Unis. Et donc quand vous prenez 2 sociétés qui évoluent sur le même secteur, une est américaine, une est en Europe, avec des actifs en Europe, très intenses en gaz. Prenons par exemple donc la fabrication donc du verre, une société comme on a plusieurs sociétés en Europe, on a Verallia, on a également Vidrala qui est en Espagne. Ces sociétés-là ont dans leur coût 40% de gaz. Et il y a des acteurs donc concurrents en Asie, aux États-Unis. C'est évident que sur le long terme, ça crée un désavantage comparatif qui est assez significatif. Donc là, on n'est même plus sur les questionnements qu'on pouvait avoir au début de savoir comment est-ce qu'on va se chauffer l'hiver prochain. C'est est-ce que nos entreprises vont pouvoir rester compétitives avec un prix du gaz aussi cher ? Voilà, c'est ça. Sachant que là-dessus vient se greffer dans donc la myriade en fait d'accords en Europe et de traités, le fait qu'il y a une certaine mutualisation, en tout cas une solidarité au niveau de l'énergie, qui fait que si jamais on n'avait pas assez d'énergie en Europe, il y a un certain nombre d'accords qui entrent en jeu et qui font qu'il y a des listes de priorités. C'est d'abord chauffer évidemment les ménages, mais derrière, et c'est très étonnant, on a toute une liste d'industries prioritaires. D'accord. Et on ne sera pas étonné de voir que ce sont les industries allemandes qui sont prioritaires, donc notamment l'automobile les plus dépendantes au gaz. Et que donc, grosso modo, pour schématiser et pour aller directement donc à la conclusion, le nucléaire français sera utilisé pour continuer à donner une compétitivité à l'industrie allemande. Je ne sais pas comment ça pourra, au niveau de l'opinion publique, passer, sachant qu'on sera obligé de fermer, nous, de certaines industries. Je parlais notamment de l'industrie du verre, elle sera fermée, par exemple. Bon, pourquoi le verre, c'est pas faire des fenêtres, c'est pas critique par rapport à faire des voitures. Ça, c'est une autre dimension de négociation. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on peut rentrer à un moment donné. Donc, on n'a peut-être pas atteint le pic du stress sur l'énergie, même s'il y a un cessez-le-feu qui est acté dans les jours qui viennent. Pic de stress en Europe, en tout cas. Et alors, sans parler de cessez-le-feu, il y a quand même une décision qui a été prise au niveau européen vendredi dernier, lors du sommet européen, c'est le fait de mutualiser finalement via la Commission européenne les achats de gaz. Est-ce que ça, du coup, ça ne peut pas permettre de détendre un petit peu les prix du gaz en Europe, Bertrand Puif ? Alors, pour moi, c'est purement de la politique politicienne. Ça n'a absolument aucun impact. Si vous voulez, les Russes ont toujours fait des contrats bilatéraux. Encore une fois, si on avait la possibilité, si on avait une alternative et qu'on pouvait dire aux Russes, si vous n'acceptez pas de négocier en masse et plus de manière bilatérale, on va chez les Norvégiens, on va chez les Algériens. Le problème, c'est que les Norvégiens sont à saturation. Et quand on regarde, si vous voulez, sur les 10 prochaines années, les découvertes qui ont été faites aujourd'hui et qui vont conditionner la production sur les 10 prochaines années, on va plutôt avoir une production qui va avoir tendance à légèrement baisser. Donc là, la solution n'est pas en Norvège, ce qui aurait été le Graal. L'Algérie, on sait que l'Algérie, il y a d'autres problématiques. L'instabilité au niveau des champs, déjà le gouvernement algérien a du mal à maintenir la sécurité de ces champs-là. Le pipeline, c'est vrai, utilisé à 50-60% de sa capacité, mais l'Algérie a fait savoir de toute façon qu'elle ne voulait pas se mettre les Russes à dos. Donc voilà, donc il n'y a pas d'alternative. Donc allez voir les Russes et leur dire on va tous acheter ensemble, mais ils vont rigoler en disant mais... Et en rouble, et maintenant c'est en rouble. Voilà, donc si vous voulez, ce qui est quand même extraordinaire dans cette crise-là, c'est que alors qu'on a les pieds et les poings liés avec la Russie, on ne fait que les menacer. Alors voilà, et effectivement un jour peut-être que le gaz sera coupé.
Mais alors, Voilà. alors ça c'est effectivement pour le sujet des achats groupés au niveau européen. Je reviens vers vous, Alexandre Baradès, puis après on aura votre vision, Léa Dunant-Châtelet. Il y a aussi une autre piste évoquée, parce que le sujet c'est la dépendance énergétique européenne dans un contexte effectivement d'inflation des prix, mais là on parle du coup de compétitivité des entreprises françaises. C'est la possibilité d'avoir du gaz qui nous vienne des États-Unis, du gaz naturel liquéfié. Il y a effectivement un projet, on l'a entendu en début d'émission, dans le port du Havre. Est-ce que ça peut venir régler la situation sur le sujet du gaz et contribuer à faire baisser les prix ou avoir peut-être du gaz moins cher en Europe? Oui, je devrais en rapport à ça. C'est vrai que déjà cet après-midi, il y a eu des déclarations du G7 qui dit en gros le paiement en rouble n'y comptait pas. D'accord. Et la Russie, un député russe dit donc une des solutions, une des conclusions, c'est que vous ne serez peut-être pas livré. Donc voilà, escalade verbale, on verra si ça débouche sur quelque chose de concret. Après, c'est vrai que le temps, malheureusement, et je vais aller très vite, le temps de la phase actuelle, on voit que pour construire un terminal gazier, c'est 2 au plus court, 3 ans minimum. Mais après, c'est un temps, à l'échelle de la guerre, c'est un temps infini. À l'échelle d'une restructuration européenne, c'est pas infaisable. Et l'Allemagne qui dit... C'est quand même 3 hivers. Oui, mais déjà, on arrive à baisser ce que disent les Allemands, apparemment de 2 tiers la dépendance d'ici la fin d'année, c'est quand même des marches en avant qui sont quand même très importantes. Et après, il y aura toutes les questions de la montée en puissance du reste, du renouvelable, du nucléaire aussi. Je sais que les délais sont plus longs, mais des solutions... Sur la durée, il y en a. La question, effectivement, c'est Bertrand, c'est l'ajustement du marché par rapport aux besoins immédiats. Voilà. Et ça, c'est là-dessus que la Russie joue, mais le temps joue aussi beaucoup contre la Russie aussi. Voilà. Et surtout le choc économique. Le choc économique, la Russie souffrira beaucoup plus que l'Europe, même si on fermait les vannes. 30% de baisse du PIB en Russie cette année, il faut que la population puisse encaisser ça quand même. Alors, on va revenir peut-être sur ces notions de croissance ou autre. Juste avant, Léa Dunant-Châtelet, on parle du contexte de marché actuel et très vite, on vient sur les sujets énergie. Je rappelle que vous êtes directrice de l'investissement responsable chez DNCA Investment. Quand on parle d'énergie, on parle de gaz, on parle de pétrole. Et quand on parle d'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, là, effectivement, on parle d'énergie renouvelable, mais on parle d'énergie renouvelable sur un temps long. Et là, l'urgence, c'est de trouver finalement du gaz ou du pétrole. Comment est-ce qu'on voit ça avec un prisme ESG pour le coup? Alors, c'est très intéressant parce que déjà, ce qu'on voit là dans les discussions qu'il y a pu avoir de manière très politique, on essaye de déplacer notre dépendance. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à trouver une indépendance, on déplace notre dépendance au détriment de certaines énergies, notamment nucléaires, que l'on a d'ores et déjà. Et c'est vrai que ça, c'est assez surprenant. Si on reprend la discussion sur la négociation tous ensemble des prix du gaz, donc à 27 élargi, parce qu'en plus, il n'y a pas que l'Union européenne, à cela s'ajoute effectivement le GNL, et à cela s'ajoute une troisième mesure qui n'est pas inintéressante, c'est une révision du prix de l'électricité qui ne serait plus basée sur finalement l'état du monde, mais un état européen, un mix européen. C'est important parce qu'en fait, là, on est en train de rebattre les cartes avec finalement très peu de visibilité. D'accord, on n'a aucune visibilité sur l'issue notamment du conflit. Ça, c'est la première chose. Je voulais l'évoquer et rebondir sur ce qui a été dit. C'est absolument impossible de prévoir ça. Et donc, effectivement, quant à la manière dont on va pouvoir créer notre indépendance énergétique, il y a des solutions simples qui existent déjà. Il y a eu quand même des grandes annonces en Allemagne sur les 50% de nucléaire, de renouvelables et le tout renouvelable. Et finalement, on voit que dans le pipe, ça n'est pas là. Oui, et puis il y a des questions de savoir comment est-ce qu'on va faire. Effectivement, on va avoir besoin de métaux, on va avoir besoin de matières premières, et c'est là où on revient sur une autre dépendance pour absolument, le coup. Et c'est là où finalement on a vu l'année dernière toute cette dépendance arriver avec une hausse très très forte de ces matières premières utilisées pour la construction, soit des panneaux solaires, soit des éoliennes. Une difficulté à s'approvisionner et finalement on peut rien faire. Donc la solution, j'en ai pas. Moi j'ai pas de solution miracle, malheureusement. Enfin j'aimerais bien. La seule chose que je sais, c'est que ça va créer des tensions, notamment probablement rebooster un tout petit peu les programmes d'énergie renouvelable à court, moyen, long terme. Mais il n'en demeure pas moins que la situation sur l'énergie, pour moi d'un point de vue macro, parce qu'on reviendra sur le point spécifique ISR ou développement durable, c'est une inflation quoi qu'il arrive. Et je retiens ce que vous avez dit. Je suis complètement d'accord. Je ne crois pas, même avec un cessez-le-feu à court terme, à un retour à la normale très rapide. On est en train de rentrer dans une ère d'inflation de l'énergie énorme. Je rappelle qu'il y a eu une hausse considérable des émissions de CO2 l'année dernière du fait de la reprise, une hausse considérable des réouvertures des centrales à charbon, complètement inattendue, bien avant la crise ukrainienne. Cette tendance, elle n'est pas liée que à ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine. Elle est liée à une nécessité finalement d'avoir de l'énergie, d'avoir de quoi se chauffer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui? C'est des énergies non renouvelables. Absolument. Donc on repart... Elle est liée à un retour à la normale, c'est-à-dire en fait la complaisance vers une économie en forte croissance, elle est toujours là.
on n'arrive pas finalement à arriver à un état d'efficacité, tout simplement. C'est-à-dire que le premier pas vers la baisse de la consommation d'énergie, c'est pas le changement d'énergie, c'est pas le changement de mix, c'est la manière dont on va rendre les choses efficaces. Et ça a été le discours de beaucoup d'entreprises assez pionnières sur les 15 dernières années, et on s'aperçoit que rares sont celles qui ont fait cet effort d'efficacité en réalité. Bertrand Puif, j'aimerais revenir avec vous toujours sur ce sujet énergie, mais donc via le volet entreprise. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre plus tard dans l'année à voir des estimations de résultats revus à la baisse en lien avec des prix de l'énergie qui seraient restés à des niveaux élevés? Alors c'est très fortement probable, puisqu'on sait que les entreprises qui sont très intenses en énergie ont tendance à sécuriser au moins à 1 an leur consommation électrique via des contrats donc, à terme, et qu'effectivement quand ces contrats à terme vont arriver à échéance, qu'il va falloir les renouveler à partir d'une base de prix spot. Voilà, alors c'est compliqué parce que chaque entreprise évidemment a un timing qui est différent, mais on pense que sur le premier trimestre, il y aura encore une majorité d'entreprises qui bénéficieront de protection, mais qu'à partir graduellement du deuxième trimestre et très fortement sur le second semestre, on devrait voir des impacts assez significatifs pour des sociétés industrielles qui utilisent beaucoup d'énergie et qui vont être obligées en fait de remettre au prix du marché en fait leur consommation. Ça veut dire que les contrats de couverture aujourd'hui permettent de temporiser entre guillemets la hausse de l'énergie, mais qu'on va avoir une sorte de deuxième vague de hausse de prix de l'énergie. Soit il y a effectivement des contrats de couverture qui permettent de compenser, soit il y a des achats à terme. Ça se fait pas mal, notamment avec la Russie, il y a des achats à terme, ou même d'ailleurs quand vous achetiez à terme à 1 an ou à 2 ans de l'énergie, vous aviez un discount. Et bien effectivement quand vous arrivez à la fin de cela et qu'il faut rouler comme on dit, donc repartir sur un contrat, et ben ça va être beaucoup plus compliqué, donc les prix vont avoir une marche à la hausse assez significative, et puis surtout derrière ce qui va se passer, c'est que aucune société à mon avis ne va prendre le risque pour le coup de repartir sur un contrat à 1 an ou encore à fortiori à 2 ans basé sur des prix aussi élevés, et donc on va avoir de plus en plus de sensibilité donc au prix spot de l'énergie des sociétés, donc plus de volatilité dans les résultats semestriels de ces sociétés industrielles très intenses en énergie. Et la conclusion là-dessus de notre part, c'est on pense qu'il va y avoir une décote qui va s'installer sur les sociétés les plus énergivores en Europe, que ce soit l'automobile allemande, qui a eu un parcours exceptionnel, mais bon, il y a un moment donné, voilà, ou des sociétés, comme je disais tout à l'heure, comme Verallia ou Vidrala, qui sont très intenses. Mais c'est intéressant parce que ça va à l'inverse peut-être de ce qui se passe actuellement, d'une rotation sectorielle vers des entreprises ou des titres plus value. Là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, la value n'a pas forcément que des beaux jours devant elle, à partir du moment où elle est très dépendante du sujet énergétique. Alors effectivement, il y a une évolution, donc avec cette crise énergétique, du rebalancement vers la value, et on a des secteurs effectivement qui comme au sein de l'industrie, il faut vraiment faire du stock picking comme on dit, pour aller chercher des dossiers non seulement pas chers, mais en plus qui n'ont pas cette sensibilité très importante à l'énergie, et qui n'ont pas d'option, on va dire, pour la changer. Également, face au risque assez évident de stagflation, on sait que les financières, et en particulier les banques, ne sont pas celles qui, alors que c'est une grosse partie de la value, du segment value, pas celles qui, historiquement, et en particulier, ça a été vrai dans les années 70, performent le mieux. Donc c'est vrai que les banques se dépondrait peut-être un petit peu des banques, ou en tout cas avoir cette idée que c'est plus risqué, parce que qui dit stagflation dit remontée des créances douteuses, des problématiques de paiement. Par contre, donc l'énergie, ça reste encore plus pertinent, évidemment. Les matières premières, évidemment, ça reste en tout cas à court moyen terme très pertinent. Et par contre, effectivement, arrivent 2 secteurs qui marchent plutôt bien en période de stagflation, moins bien en période purement d'inflation. C'est donc les télécoms et les utilities. Et donc c'est un petit peu les 4 secteurs qui devraient bénéficier, donc énergie, matières premières, télécom, utilities, avec un biais sur les financières où les assurances devraient bénéficier effectivement de l'environnement, continuer à en bénéficier. Les banques, c'est plus compliqué. Léa Dunant-Châtelet, donc effectivement on est parti sur les secteurs et le stock picking, on laisse la flambée obligataire pour plus tard. Quelle est du coup votre vision un petit peu dans ce marché un peu trouble finalement pour essayer de comprendre des vraies tendances? C'est un
très bon adjectif, j'allais le dire. Alors moi, j'ai une vision beaucoup moins tactique dans mon allocation sectorielle. De fait, je suis un investisseur de long terme, mais surtout, en fait, parce que les marchés sont extrêmement volatiles. Je vous rappelle quand même qu'on est revenu sur des niveaux qui sont quasiment ceux qu'on connaissait juste avant la crise géopolitique, qu'on a connu des séances de bourse historiques le 9 mars avec un plus 7%. Bien sûr. Voilà, ce qui est sûr, c'est que la rotation sectorielle qu'on a vécue en 3 mois, on est quasiment au premier trimestre de cette année, est historique aussi. On le voit bien, c'est-à-dire qu'il y a des phases de stress de marché intense dans lesquelles les secteurs qui vont faire les amortisseurs sont les secteurs classiques, plutôt de la santé, plutôt défensifs d'une manière générale, qu'il y a un contexte favorable à des secteurs comme la défense, en parallèle les énergies renouvelables qui reviennent sur le devant de la scène. Ces deux secteurs sont totalement, je ne vais pas dire opposés, mais dans leurs caractéristiques quand même, à plein de niveaux financiers, extra-financiers. Sur des critères ESG, effectivement, ils sont plutôt opposés. Il y en a un qu'on exclut automatiquement et l'autre qui est plutôt favorisé. Absolument. Parallèlement, vous avez la même chose avec on va dire les énergies fossiles d'une manière générale et puis toujours ces énergies renouvelables. C'est compliqué. Alors moi, mon seul mot d'ordre, c'est d'être quand même relativement stable, en fait. C'est très, très difficile d'être tactique en ce moment, équilibré, pourquoi pas plus que value ou croissance pour faire l'opposition un petit peu classique. En tout cas, moi je reste convaincue sur certains secteurs, à l'exception d'un, et en fait vous l'avez mentionné indirectement, c'est tout le secteur de la construction qui a bénéficié d'une énorme relance, à la fois parce qu'on a eu des Green Deal, parce qu'on s'est dit qu'il fallait faire de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, et qu'en plus, dans cette période Covid, tout le monde a décidé de repeindre sa maison. En réalité, là, vous êtes sur des secteurs extrêmement énergivores. Et c'est vrai qu'elles ont fait les beaux jours, ces valeurs des 12-18 derniers mois de bourse. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué, malgré que la tendance de fond soit là. Et alors, justement, toujours sur ce sujet ESG, mais une question qu'on pourra évoquer également avec Alexandre Baradez. Mais aujourd'hui, du gaz qui permet de soutenir une activité européenne ou des budgets défense qui permettent de défendre un sujet démocratie. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que c'est du coup d'un coup d'un seul, ça peut devenir ESG sous certaines conditions ou... Oui, je suis très contente que vous me posiez la question parce qu'effectivement, en ce moment, j'ai des appels pour savoir si finalement on fait du pétrole ou si finalement on achète des armes. En fait, ce qu'il faut bien garder en tête... c'est l'un ou l'autre. Non, mais c'est très, très compliqué. Ce qu'il faut bien garder en tête, il y a deux choses. La première chose, c'est que quand on parle de finances responsables, on parle des labels. Les labels n'interdisent aucun secteur. C'est extrêmement important et c'est à mettre en perspective d'un seul secteur qui est exclu pour tout le monde de la même manière, qui sont les armes controversées. Les armes controversées, c'est lié à des traités qui ont été signés, Ottawa et Oslo notamment. La France et la plupart des pays européens ont traité ces signés. Les armes de prolifération massive, les bombes à sous-munitions, tout ça c'est interdit. On ne le finance pas, mais c'est pour tout le monde. Une fois qu'on a dit ça, tout le reste, la défense militaire, etc., et le pétrole, gaz, le tabac, tout ce que vous voulez, ce n'est pas interdit par les labels. D'accord. Donc, quand on arrive dans une situation comme celle que l'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le seul mot d'ordre, d'abord pour nous gestionnaires, pour moi en tout cas, ce n'est pas de donner le sens de l'éthique. Je n'ai pas à faire la morale et à dire ce secteur est bien, ce secteur n'est pas bien, contrairement à ce que le développement durable ou l'ISR voudrait. Donc, notre position, c'est de dire on a des fonds qui vont partout, qui sont tout terrain, ils l'ont toujours été, et ils font du développement durable, et ils regardent les critères extra-financiers. Et puis il y a des fonds extrêmement purs qui se sont interdits certains secteurs parce que la demande du client est là. D'accord. Le principe, c'est que le client, il doit savoir où est-ce qu'il va investir. Il faut que lorsqu'il va dans un fonds qui a toujours exclu les énergies fossiles parce que c'est sa philosophie de gestion, demain il ne se retrouve pas avec des énergies fossiles parce que c'est la tendance. D'accord, il faut que la promesse corresponde finalement à la gestion au quotidien. C'est la stabilité. Et c'est exactement comme ça qu'on répond à cette question. C'est-à-dire si vous avez décidé de vouloir changer votre fusil d'épaule, passez-moi l'expression, mais c'est un peu le cas de dire, et donc vous pensez que vous voulez finalement participer à la défense de vos pays, pas de problème, on a des fonds qui font ça. Mais en revanche, les fonds ne doivent pas changer de stratégie en cours de route parce qu'ils changent avec l'air du temps. C'est la plus mauvaise stratégie à avoir. Donc des fonds ESG qui font de la défense, ça existe, et il y en a certains qui les excluent automatiquement, mais ça peut exister. Absolument. D'accord. Bon, après, effectivement, c'est une question de choix d'allocation et de promesses vis-à-vis des épargnants, des investisseurs. Alexandre Baradez, même question du coup sur quand on a commencé cette émission, donc on a dressé un contexte qui était plutôt favorable à la value, contexte actuel qui ne sera pas forcément celui de demain du coup, si on en croit effectivement ce que nous dit Bertrand Puy sur l'évolution potentielle des prix de l'énergie. Oui, mais c'est vrai que ce que dit, c'est une période trouble. Aujourd'hui, qui peut dire avec qui l'Europe négociera dans 8 mois ou 12 mois ? Est-ce que la Russie de Poutine sera la Russie de Poutine dans 8 mois ou 12 mois ou dans 3 mois ? Donc je ne dis pas que faire des paris par rapport à... Est-ce que ce sera la Russie de Poutine ? Improbable, mais oui, bien sûr. les deux points de vue ont été d'une improbabilité absolue. Donc
quel rôle aussi peuvent jouer certains alliés pourtant de la Russie? La Chine, par exemple. La Chine n'aurait aucun intérêt à avoir une Europe en récession au moment où elle sort, elle re-rentre. Bien sûr. Elle rentre à nouveau. Elle essaye de sortir. Voilà, elle s'est fixé des objectifs de croissance à plus de 5%. Oui, elle a un allié qu'elle ne veut pas perdre, mais elle a aussi des impératifs de moteur export à faire tourner. Alors les États-Unis, c'est moins problématique. Pour l'Europe, si vous commencez à ralentir, sachant qu'en plus, si vous commencez à avoir des biens dont l'inflation est un peu élevée, on sait que la crise Covid a entraîné quand même un gros rebalancement de la consommation sur les biens. Donc maintenant, on va être tenté d'aller un peu plus sur les services, vu que ça s'est rouvert. Donc là, pour le coup, la Chine sera encore plus pénalisée si la consommation européenne va un peu plus sur les services. Donc c'est vrai que faire un raisonnement après là-dessus de portefeuille, moi je dirais que jouer le tourisme loisir qui a beaucoup baissé, qui a des multiples, ça me paraît correct. Les bancaires, effectivement, elles ont connu l'année dernière la meilleure année avec les techs, quasiment à parts égales. On avait les deux plus gros performeurs. Donc c'est vrai que les bancaires ont déjà bien joué la phase remontée de taux. Pour que ça aille quand même beaucoup plus haut, les marchés US anticipent aussi déjà beaucoup de choses. Le 2 ans US qui est à 2,20 ou 2,40, il était à 0,2 en septembre. Donc c'est exponentiel. Donc à un moment donné, effectivement, il y a déjà beaucoup de choses dans les prix de l'obligataire. Donc c'était pas mal de choses que les marchés, même à moins 20, les marchés finalement ont intégré quand même pas mal de choses. Ils ont intégré d'abord la phase de pré-normalisation monétaire qui était intégrée dans la partie obligataire, la crise ensuite, et moins 20 à moins 25 sur les indices européens. C'était aussi un pricing. Quand on a basculé dans les moins 20, c'était le 7 ou 8 mars quand il y a eu ce week-end où on pensait tous qu'il allait avoir effectivement une escalade sur la question de l'embargo, et c'est là qu'on a eu des gaps sur le pétrole à l'ouverture le dimanche soir ou autre. Donc c'était le scénario du pire déjà. Alors, pire, pas concrétisé, mais le marché se projetait dans le pire. Et ça faisait moins 20, moins 25 sur les indices européens. Donc, ça intègre déjà quand même pas mal d'horizons de bénéfices. Ça intègre même un risque un peu récessif déjà. Donc, j'ai tendance à dire qu'effectivement, s'il y a une guerre d'attrition, mais que c'est contouré et que l'énergie ne parvient toujours, dur de dire qu'effectivement, je ne veux pas être aussi sélectif que Bertrand, mais il me semble que cette valorisation d'un point de vue historique des gros indices européens qui sont quand même plutôt cycliques value et un peu moins croissance, des 12 fois les multiples sur certains indices européens, ça devient, s'il n'y a pas d'escalade, ça devient des zones qui ne sont pas mauvaises sur des horizons un peu moyen terme, 2 ans, 3 ans. Et alors, pour rester sur le sujet entreprise, avant d'aborder rapidement le sujet obligataire, on voit une pression de plus en plus forte d'opinion publique de demander à un certain nombre d'entreprises de quitter le sol russe. Effectivement, aujourd'hui, là, les marchés réagissent à des espoirs de cesser le feu. On demande à des entreprises de quitter le pays russe. Est-ce que, du coup, ça pose pas mal de questions? C'est déjà, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il sera facile de revenir demain une fois qu'on l'aura quitté, si jamais dans un mois le contexte change? Comment est-ce qu'on gère ça quand on investit? Peut-être vous, Alexandre Baradès, puis ensuite Bertrand Puiffet, et puis Léa, pour le coup. Les gens qui vont s'exprimer là-dessus. D'accord, je vous voyais acquiescer Léa Dinan Châtelet. Je vais juste rappeler en 3 secondes sur... C'est vrai que l'arme nucléaire, si on parlait comme ça en ce moment, c'est l'énergie. Donc si on veut vraiment frapper la Russie et faire mal tout de suite... c'est vrai que c'est pas tellement par les entreprises implantées là-bas que ça va faire mal, à part la population ou autre, mais si on veut vraiment frapper le Kremlin et les finances de la Russie, c'est l'énergie. Donc on essaie si on veut faire mal, c'est par là qu'il faut aller. Évidemment, personne n'a envie d'y aller parce que c'est l'arme. Parce qu'on se fait mal au passage. Léa Dinan Châtelet, je vous voyais acquiescer à cette question. En quelques mots, en fait. D'abord, effectivement, les entreprises qui étaient exposées à la Russie de par leurs activités ont été sanctionnées en bourse et c'est fait. Donc le chemin est fait, ça ne sert à rien de chercher celles qui n'auraient pas été trouvées par les investisseurs. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont toutes pris des décisions assez différentes. Il faut se mettre dans la perspective de demain et comment les entreprises vont pouvoir réouvrir un jour ces activités-là, recommercer avec la Russie, voire reproduire en Russie. Certaines ont pris pour moi des décisions assez intelligentes. Je pense notamment à Geberit qui a décidé de fermer un site assez important, mais de maintenir les salaires. On verra pour combien de temps, de maintenir les conditions, enfin en tout cas sociales des salariés. D'accord. Tout simplement parce qu'il y a un stress dont on n'a plus du tout parlé depuis quelques temps, qui est le stress de l'emploi, des compétences en fait, qui est majeur. Et donc toutes ces industries, pour certaines avec des compétences assez élevées, savent très bien aussi que si du jour au lendemain elles adoptent des attitudes qui ne sont pas très responsables, pour le coup, elles risquent d'avoir du mal à revenir, y compris dans le commerce, je dirais la consommation de base. Donc il faut être très vigilant plutôt sur ce comportement-là plus que... Mais ça a un coût pour les entreprises quand même de quitter, d'arrêter une activité mais de maintenir des salaires. Bien sûr, effectivement. Mais vous savez, ce sont des investissements qui ont des conséquences à long
long terme, parfois, c'est un coût au départ, c'est le principe d'un investissement et qu'il y a une rentabilité dans quelques temps. Bertrand Puy fait même question justement sur ces entreprises à qui les opinions publiques demandent, ou même parfois des décideurs politiques demandent de réduire leurs activités en Russie. Alors là même que ça peut être une part importante d'une activité, il y a d'un côté le sujet des valeurs qu'on demande aux entreprises d'avoir et de l'autre le sujet d'une réalité économique pour l'entreprise qui... Est-ce que du coup les valeurs doivent prendre le pas sur la réalité économique ou est-ce que la réalité économique doit passer avant les valeurs ? Alors, vaste question. Tout à fait. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on a Carlsberg, donc tout le monde connaît donc la bière Carlsberg, société danoise, qui a décidé tout simplement donc d'abandonner ses actifs en Russie et de passer une dépréciation qui est équivalent à la moitié de ses fonds propres. Le titre, alors effectivement, je vous rejoins là-dessus, ces titres-là ont déjà baissé, et le marché a déjà fait le travail de mettre quasiment zéro sur quasi tous les actifs russes. Cependant, le potentiel de rebond du titre Carlsberg, qui a perdu 30% sur la Russie, va être nul, puisqu'ils viennent de sortir de la Russie. Donc il n'y a plus d'activité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir des class actions qui vont être massives, que ce soit par les porteurs donc, en Europe, mais surtout par les porteurs américains, paradoxalement, de titres Carlsberg, qui vont aller en justice et qui vont poursuivre le management parce que c'est effectivement suicider, entre guillemets, les actionnaires. Et ça, c'est des comportements qui sont, de mon point de vue, pas ESG. Voilà. Après, effectivement, est-ce que c'est ESG de maintenir une activité en Russie ? Ça, c'est une autre question qui est, pour moi, éthique. Mais quand on se place d'un point de vue purement donc, marché, définition de l'ESG, donc il y a le G qui est la gouvernance et qui est dans lequel, pour nous, en tout cas, un des piliers, c'est effectivement que les intérêts des actionnaires soient respectés. Là, clairement, la gouvernance ne prend pas en compte les intérêts des actionnaires. Voilà. Mais vous avez d'autres sociétés qui ne décident de pas faire ça. Et je reprends un exemple là d'une société finlandaise, donc Nokian Tyres, qui est le leader mondial des pneus neige. Il y a quasiment un pneu neige sur deux qui vient de Nokian Tyres, dont 70% de la production mondiale est en Russie. Alors, ils vendent très peu en Russie, mais ils produisent en Russie. Qu'est-ce qu'on dit à cette entreprise-là ? Parce qu'ils ne produisent pas pour le marché russe, ils ne sont pas en train d'alimenter les tanks russes en pneus. Ce n'est pas du tout les mêmes pneus. Qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit qu'il faut arrêter, donc il y a une rupture mondiale de pneus neige. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc cette société-là a décidé de continuer son activité. Voilà, avec la sanction de toute façon la sanction pour le coup elle est déjà dans les cours. Encore une fois, pour tous les titres elle est dans les cours. Après c'est est-ce qu'on se coupe maintenant ? C'est souvent sur les actions, vous avez un titre qui a baissé, qui est en portefeuille de 30 ou 40%, vous dites est-ce que je coupe ou est-ce que je garde quand même parce qu'il y a un potentiel de rebond. Si je coupe, il n'y a plus de potentiel rebond. C'est un petit peu la logique qu'on a aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de pression politique. Les sociétés danoises notamment sont très très sous une pression énorme. Bon. Et donc ça veut dire, enfin si je comprends bien, ça veut dire que se couper d'activité en Russie, ça voudrait dire se couper d'un potentiel rebond le jour où la situation venait à s'améliorer ou si on était en phase d'un cessez-le-feu ou d'un processus de paix. De croire que dans 6 mois ils vont pouvoir réouvrir, avoir l'autorisation pour réouvrir. Alors là, ça, récupérer leur actif déjà ils peuvent l'oublier. Mais alors en plus, avant qu'ils puissent faire du business en Russie, je pense à Carlsberg, ça va mettre vraiment vraiment longtemps et sans doute nécessitera un changement de régime en Russie. Bon, non, mais c'est intéressant cette question de savoir effectivement comment est-ce qu'on arbitre d'un côté avec des valeurs face à une guerre et de l'autre avec une réalité économique pour un certain nombre d'entreprises. Il nous reste un peu plus de 5 minutes. Je voudrais quand même revenir sur la situation obligataire. On l'a mentionné plusieurs fois, Alexandre Baradez. Donc moi je parlais d'un aplatissement de la courbe des taux. Vous me parliez d'un inversement de la courbe des taux aux États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit concrètement ? C'est une réaction des investisseurs face à une crainte de normalisation par exemple de la politique monétaire de la Fed par rapport, c'est une des craintes des investisseurs vis-à-vis de l'inflation. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette situation obligataire aujourd'hui ? Elle dit que les investisseurs pensent qu'effectivement la Fed va devoir y aller parce que l'inflation qui s'est installée encore une fois bien avant la crise ukrainienne. Donc ça livre tous les taux courts, donc ils remontent assez vite. De fait, on prend peur que ça puisse avoir des conséquences sur la croissance future et l'inflation future, d'où les taux longs qui sont en train de se tasser. Donc ça montre quand même dans un premier temps une forme de crainte d'une action peut-être un peu trop musclée de la part de la Banque centrale américaine. Mais est-ce que cette crainte va se concrétiser dans les arbitrages de portefeuille ? Et donc on va alléger la tech, on va alléger le S&P et d'autres classes d'actifs, enfin d'autres indices. Encore une fois, c'est pas certain parce qu'on peut avoir une courbe qui se tend et puis il suffit
encore une fois, un cessez-le-feu, je pense, peut-être pas tout d'accord là-dessus, mais si vous avez un pétrole qui passe, il est à 107, 108 aujourd'hui, si vous allez à 90, ça reste effectivement les niveaux qu'on avait avant la crise ukrainienne. On avait déjà, quand on avait des pétroles à $80, c'était déjà des prix élevés. Le gaz, par exemple, les prix qu'on a aujourd'hui sur le gaz, c'est les prix qu'on avait déjà fin septembre, début octobre. Donc, qui étaient déjà chers. Il y a quelques bruits déjà sur la Russie, mais c'est pas trop ça qu'ils aient monté le gaz à l'époque. Ça, c'est plutôt matérialisé plutôt vers octobre-novembre. Donc, l'économie européenne, avec ces prix-là, arrivait quand même à fonctionner assez correctement sur le second semestre. Donc, si on a un étage comme ça qui condescend, je dis pas aller beaucoup plus bas, tout de suite, cette courbe de taux, normalement, va se remettre un peu mieux parce que vous allez avoir une pression inflationniste qui va baisser, enfin, qui va être perçue comme étant baissière à horizon quelques mois. Donc, oui, je pense que cessez-le-feu pourra jouer un rôle important sur la courbe de taux. Sachant que, du coup, il est intégré, quand même, de ce que je comprends, que la variable d'ajustement ne sera plus la politique monétaire d'une banque centrale, et notamment de la Fed. Là, pour le coup, la question, c'est plus 0 ou 25 points de base, c'est 25 ou 50. Oui, le job des banques centrales, il est horrible en ce moment. C'est absolument horrible. C'est-à-dire que prévoir quelque chose qui peut pas se solder, mais s'améliorer dans 2 jours, dans 6 mois, dans 3 mois, c'est vrai que c'est très dur. Du coup, même les prévisions de croissance, on les regarde effectivement d'un œil, on voit les 3,3 encore pour la zone euro, enfin la BCE et puis Standard & Poor's ce matin qui prévoit encore plus de 3% de croissance. On ne voit pas comment on peut tenir ça si on poursuit cette situation pendant 3 mois de plus ou 6 mois de plus. Mais si effectivement il y a un cessez-le-feu rapide, oui, donc du coup les banquiers centraux aussi, vu qu'il y aura un petit tassement de la demande, une matière première qui baisse, puis un réajustement peut-être par rapport aux biens vers les services, ça peut quand même éviter peut-être cette hausse de taux. Et si on n'avait que 5 ou que 6, ça paraît pas beaucoup, mais ça peut jouer un rôle quand même de petite détente, de petite remontée de la courbe de taux. Alors ça c'est pour la Fed, et alors côté BCE, la situation est encore plus complexe, et on voit d'ailleurs les taux courts en Europe. Alors là pour le coup c'est donc chaque État effectivement a ses taux d'intérêt obligataires, mais on voit effectivement les taux courts remonter également, même crainte, mais là pour le coup vis-à-vis d'une politique monétaire de la Fed ou de la BCE? De la BCE, mais c'est vrai que moi je qu'elle est presque plus confortable la position de la BCE, parce qu'il y a, entre guillemets pas l'excuse, mais il y a la question de la crise ukrainienne. Donc oui, il y avait de l'inflation qui était quand même moins forte qu'aux États-Unis, mais qui est quand même suffisamment forte. Après, le problème, c'est quand même que l'Europe est exposée sur les questions d'énergie plus fortement que les États-Unis à court terme. Mais le risque de l'impact pour la croissance européenne, il est bien pour la zone. Enfin, c'est bien sujet pour la BCE. Donc, mais c'est sûr qu'il y a une grosse décalage entre ce que le marché price, qui a 60 points de base quasiment d'ici la fin de l'année, c'est pas du tout content de la bouche de Christine Lagarde. Et du coup, ça pose aussi question par rapport au niveau de l'euro, parce que si effectivement on avait bien ces hausses de taux d'ici la fin de l'année, l'euro à ce moment-là, il y a un impact économique qui fait que c'est tiré vers le bas, mais à un moment donné, s'il y a moins de taux côté US et que l'Europe doit ajuster un petit peu derrière, vous allez avoir un effet de balancier assez fort sur l'euro par rapport au dollar. Donc on est comme sur des points d'équilibre. On sent que, mais tout repose, l'axe central, c'est la crise ukrainienne. Donc faire des prévisions, bien sûr, c'est hyper dur, et les banquiers centraux sont... chapeau s'il devrait faire quelque chose là-dedans. Bertrand Pruif, un mot peut-être sur cette situation obligataire. Comment est-ce que vous voyez ça Je pense que l'enjeu pour les principales banques centrales, c'est de maintenir des taux réels qui soient négatifs. La catastrophe, ce serait que les taux réels repassent en positif. Et donc c'est vrai que c'est aujourd'hui, donc les anticipations d'inflation vont plus vite que la hausse des taux longs. Donc on reste dans une situation où on arrive à maintenir. On est même, à un moment donné, on avait commencé à creuser encore plus en négatif. On était passé de 0,4, moins 0,4 à moins 0,6. Là, on est devenu aux US. Maintenant, on est à moins 0,5. Bon, tant qu'on reste dans des zones comme ça, on va dire que c'est des zones de soutien des marchés actions. Également, ça permet sur les marchés obligataires, on va dire aux États qui sont très endettés, de rembourser leurs dettes. Je pense notamment aux États européens. On est dans la même configuration en Europe avec des taux réels négatifs, où effectivement, ça permet de rembourser une masse de dettes importante. Si à un moment donné, même si on a pour rebondir sur ce que disait Alexandre, si on a des anticipations d'inflation qui baissent à un moment donné, et qui baissent plus vite que ne baissent les taux longs, là on va se retrouver dans une situation complexe. Où là, on peut tout de suite arriver à être dans des taux positifs, 0,5, 1% taux réel. Et là, vous pouvez avoir une crise de la dette souveraine qui va très vite se manifester, compte tenu notamment en Europe l'amoncellement de dettes Covid, notamment, et moi je ne crois pas du tout à l'isolation potentielle de la dette Covid pour l'annuler, ça c'est une supercherie politique. Donc on peut rentrer dans... On n'y est pas, mais c'est pour illustrer effectivement ce qui a été dit, qu'aujourd'hui les banques centrales ont une politique d'équilibriste et d'analyse au jour le jour des données. C'est pour ça que souvent on dit « Ah, c'est pas très cohérent, là ils étaient un peu haut, on pensait qu'ils allaient être plus hawkish que ça, en fait ça dépend vraiment de l'analyse au jour le jour quasiment de l'évolution de la courbe des taux, et en particulier des taux réels.
Léa Dunant-Châtelet, pour conclure, pareil, sur ce contexte qui a fait office d'ouverture de cette émission et de conclusion également, comment est-ce que vous voyez cette situation ? Ouais, je pense que c'est une situation effectivement très complexe pour les banquiers centraux, assez simple aux États-Unis, pour le coup en Europe vraiment beaucoup plus complexe, parce qu'il ne faut pas partir trop tard dans cette course à la remontée des taux. C'est vraiment la question qui est en train de se poser, notamment la Banque centrale allemande. Ils l'ont très clairement dit la semaine dernière. Et je pense que malheureusement, on va avoir cet équilibre à maintenir de taux réels qui soient acceptables. Mais néanmoins, lorsqu'on écoute les discours, on voit que les prévisions d'inflation, dans les scénarios les plus bears, comme on dit, sont quand même à des niveaux qu'on n'a jamais connus. Donc on va changer de paradigme à nouveau. Et un petit point, une petite anecdote, j'entends tout le monde parler de crise ukrainienne, c'est assez intéressant parce qu'on voit dans quel langage, vocabulaire on est. C'est pas une crise sanitaire, c'est une guerre. Ça change tout, en fait, parce que ça va changer drastiquement l'équilibre géopolitique que l'on a et donc potentiellement, d'ailleurs, avoir des conséquences sur la politique monétaire. Merci beaucoup, Léa Dunant-Châtelet. Je rappelle que vous êtes gérante et directrice de l'investissement responsable chez DNCA Investment. Merci Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Et merci Bertrand Puif, gérant des fonds FF France et FF Nordic Fund chez Fidelity. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux IPO sur le marché français. Nous allons faire un premier bilan trimestriel avec Vincent Le San, directeur général adjoint de Ports-en-Par. Bonjour Vincent Le San. Bonjour à tous. Alors vous êtes en duplex avec nous. L'idée c'est de regarder un petit peu ensemble les IPO sur Paris Euronext depuis le début de l'année. Un petit point de contexte tout d'abord. L'année 2021 a été marquée par de nombreuses IPO sur le marché parisien, à tel point que certains observateurs parlaient d'indigestion ou de risque d'indigestion du marché parisien. On va revenir d'ailleurs sur certaines d'entre elles, mais qu'en est-il de ce début d'année ? Est-ce que ce contexte d'incertitude a freiné les IPO ou est-ce qu'elles continuent ? Est-ce qu'on voit des entreprises intéressées par ce mode de financement des marchés financiers, Vincent Le San ? Alors effectivement, vous l'avez dit, l'année 2021, c'était vraiment une année de très nette reprise. On avait eu plus de 60 entreprises qui avaient frappé à la porte des marchés, soit 4 fois plus qu'une année traditionnelle. Donc très nette reprise de ce marché des IPO. Et sur l'année 2022, ce qu'on peut en dire, c'est qu'effectivement, on est à peu près sur les mêmes rythmes que l'an dernier. On a eu 3 introductions en bourse depuis le début de l'année. La plus importante, c'est celle qu'on a réalisée dans le domaine de l'hydrogène, à savoir l'introduction en bourse d'Hafner Energy, donc un producteur d'hydrogène à partir de biomasse. Et puis un dossier qui est à l'heure actuelle dans le domaine de la medtech qui est en cours. On voit également Sanofi qui présente également son projet de cotation sur une de ses filiales au printemps. Donc un début d'année assez conforme à celui de l'an dernier. Quand on regarde les performances de ces introductions en bourse, les cours se tiennent. Ceux donc du début d'année 2022 et donc surperformant même les indices. Voilà, on rentre désormais dans le gros de la saison des IPO, puisque c'est véritablement au printemps, sur les mois de mai-juin, qu'on attend le plus gros des opérations, tout simplement parce que les entreprises attendent, et les investisseurs également, que ces dernières aient publié leurs comptes annuels. Donc, pour partir sur quelque chose de relativement clair et carré. Même tendance, si je comprends bien, Vincent Le San, que l'année dernière. Peu d'IPO en ce début d'année, mais une tendance similaire à l'année dernière, parce que la période commence réellement au printemps. Finalement, c'est pas au début de l'année qu'on voit le plus d'IPO se réaliser sur Paris Euronext dans l'année. Exactement. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est qu'effectivement, on est particulièrement attentif à la situation actuelle. Ce qui se passe en Ukraine, on regarde notamment un indicateur qui est le VIX Europe. Il est à l'heure actuelle sur les niveaux 30, ce qui est relativement élevé. On est sensible à cet indicateur parce qu'on sait que quand la volatilité est très forte, que vous avez certaines séances qui swing sur des moins 4, moins 3%, les investisseurs du coup sont beaucoup plus enclins à rester sur leur position, à arbitrer leur ligne,
que de s'intéresser à de nouvelles valeurs. Donc ça, c'est effectivement un sujet sur lequel on est particulièrement sensible. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, à ce stade, il n'y a pas eu ou très peu de dossiers qui ont été décalés. Donc nous-mêmes, on a encore, à l'heure où je vous parle, 4 mandats d'IPO à exécuter avant l'été. Les rendez-vous investisseurs qui ont lieu, qui précèdent ces opérations se tiennent. Donc voilà dans quel contexte on se trouve. Alors peut-être également en termes de secteur d'activité, je pense que l'année 2022, elle sera également, tout comme l'avait été 2021, une année pour laquelle on verra beaucoup d'entreprises qui sont liées à la transition énergétique. D'accord. Pourquoi ? Parce que déjà côté investisseur, ce sont les fonds qui collectent le plus. Donc il y a une attente des investisseurs sur ce type d'entreprise. C'est des entreprises qui présentent par ailleurs des perspectives de croissance particulièrement fortes. Et puis quand on regarde celles qui ont bien performé l'année dernière, on trouve notamment une entreprise comme Waga Energy, donc qui produit du biométhane. C'est plus 40% depuis le cours d'introduction en bourse. Donc ça a très largement surperformé les indices. Donc ça, là, vous donnez l'exemple effectivement d'une IPO qui a eu lieu l'année dernière. C'est vrai que donc, si j'ai bien compris, la volatilité n'est pas forcément toujours... Enfin, la volatilité est l'ennemi des IPO, mais en l'occurrence, ça n'a pas conduit depuis le début d'année à de reports d'IPO. Si on regarde effectivement les performances des IPO qui ont eu lieu l'année dernière, il y en a eu beaucoup. On se posait la question de savoir s'il y aurait suffisamment d'investisseurs pour ces entreprises dans un contexte en plus assez complexe à gérer en matière de gestion. Du coup, Waga, vous nous disiez plus 40%. Alors ça, c'est un exemple qui marche bien. Il y a un autre exemple pour qui ça a été un peu plus complexe, c'est OVH par exemple. OVH ont une très belle réussite française, mais dont l'IPO a été presque légèrement un petit peu entachée par une actualité d'incendie dans un de ses data centers quelques jours avant son introduction en bourse. Quelle performance des IPO que vous avez pu suivre en 2021 sur ce début d'année 2022, Vincent Le San ? Alors, on citait Waga, OVH, ça fait néanmoins partie des très belles surprises de ce qu'on appelle le post-IPO, c'est-à-dire la performance entre le cours de l'introduction de bourse et le cours actuel, puisque OVH est en hausse de 30%. Donc on voit que voilà, malgré les vicissitudes qu'ont pu accompagner le process d'introduction en bourse, le titre a très bien réagi une fois coté. On peut également citer un très beau parcours d'une ETI familiale qui se situe à Rungis, dans le domaine de la distribution de fruits exotiques, qui est Omer de QGIS, elle aussi qui surperforme largement les indices par rapport à l'année dernière. Globalement, je pense que c'était un cru relativement équilibré. Beaucoup de valeurs sont, je dirais, en ligne en fait avec les indices. Certains sont bien évidemment en deçà, mais on voit qu'il y a de très belles histoires, et c'est un des sujets, c'est savoir les identifier. Alors, peut-être revenir sur le point de l'année en cours, qui est lié notamment à la hausse du cours des matières premières. Qu'est-ce que ça impacte en fait sur la nature des opérations qui se présentent ? On voit que c'est un élément qui est particulièrement intéressant pour les sociétés qui sont liées aux énergies nouvelles, puisque bien évidemment ce qui se passe en Ukraine remet sur la table l'importance de pouvoir réduire notre dépendance à ces énergies fossiles. Donc on a vu en fait, quand on regarde le cours des sociétés qu'on appelle producteurs d'énergie nouvelle, je pense à des sociétés comme Neoen, Voltalia par exemple, c'est des sociétés qui ont très largement rebondi depuis l'invasion en Irak et qui met en fait sur la table l'importance d'accélérer sur le développement de ces énergies nouvelles. Et je pense que ça fera partie des dossiers qui devraient se représenter sur les marchés dans les mois à venir. On a vu d'ailleurs, Vincent Le San, une sorte de thématique qui revenait souvent dans les IPO, c'était l'hydrogène. Là aussi, on est dans les énergies nouvelles. Effectivement, vous constatez ces tendances ou presque ces effets de mode, ou en tout cas cette volonté des investisseurs d'aller plus vers telle ou telle thématique ? Oui, parce qu'on l'a dit, en fait, quand on regarde les fonds qui collectent, les fonds valeur moyenne, je dirais traditionnels sur la PME, mid and small cap, ne collectent pas, très clairement. Depuis maintenant la fin de l'année 2019, c'est des secteurs sur lesquels il n'y a pas de collecte, en tout cas sur l'ensemble de ce marché-là, de collecte très franche. En revanche, les fonds qui collectent, ce sont effectivement les fonds qui sont identifiés ESR, ISG,
Il y a également des initiatives de type fonds Tibi qui participent à ces introductions en bourse. Je peux vous citer un chiffre, c'est que toutes les opérations d'IPO qui ont eu lieu l'année dernière sur des levées supérieures à 300 millions d'euros, le quart de ces opérations en fait, ont été souscrites par ces fonds dits Tibi. Ce sont des fonds en fait, qui ont été souscrits par des sociétés de gestion qui sont elles-mêmes qui bénéficient elles-mêmes en fait de fonds qui proviennent des assureurs et qui souhaitent en fait accompagner la croissance des PME ETI qui viennent se coter en France. Et un mot, Vincent Le San, des entreprises. Alors effectivement, on a bien compris que depuis le début de l'année, finalement, on est sur une tendance similaire aux années précédentes, et ce, malgré la volatilité ou l'incertitude qu'on peut voir sur les marchés financiers. Mais les IPO font face à une concurrence, si je puis dire, d'autres manières de financement. On voit une démocratisation du private equity, on voit des plateformes de crowdfunding émerger également. Est-ce que les entreprises sont toujours intéressées par les IPO comme manière de financer leurs projets ou leur croissance ? Très clairement, il y a plusieurs éléments de réponse. Oui, c'est le cas. Vous savez, une entreprise, en fait, ces phénomènes d'intérêt à la bourse ou pas, ça fonctionne un peu comme un paquebot. C'est-à-dire que l'année 2021 et le flux en fait, d'opérations qui a eu lieu, ça a extrêmement été particulièrement bien perçu par les entreprises qui envisagent en fait, d'utiliser les IPO. Donc, on continue à rencontrer des entreprises qui souhaitent venir se faire coter pour le second semestre de l'année 2022, voire pour le premier semestre 2023. Donc, en ça, la tendance, en fait, c'est une tendance de fond, c'est une tendance qui est longue. Effectivement, de plus en plus, les entreprises viennent mettre en place ce qu'on appelle des dual tracks, c'est-à-dire qu'elles étudient en même temps la possibilité de faire appel au private equity et de faire également appel à la bourse. Chaque mode de financement a ses avantages et inconvénients, mais c'est vrai que de plus en plus d'entreprises s'intéressent à la bourse et font de plus en plus le parallèle avec le private equity. Et alors, si je comprends bien ce que vous nous avez dit, effectivement, on a les IPO, donc c'est les toutes petites entreprises, entre guillemets, puis les plus jeunes à évoluer sur les marchés financiers. Sur les small et mid cap, en fait, la réalité est assez complexe. C'est-à-dire qu'on a vraiment, vous nous le disiez, des tendances. Et il y a des entreprises où les investisseurs ne vont pas chercher plus loin, finalement, que les tendances identifiées dans leur volonté d'investissement, notamment investissement durable ou ESG. Est-ce que vous voyez des oubliés presque dans les small et mid cap aujourd'hui, début 2022 ? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a près de 700 valeurs moyennes qui sont cotées. Donc, on voit que, comme vous le dites, l'univers est relativement large, avec des secteurs d'activité très, très divers. Le premier enseignement de cette année, de ce début d'année de 2022 et des premières publications, c'est que, en moyenne, en fait, les perspectives d'attente sur ce marché très large des mid and small est relativement constant par rapport au début de l'année. On est toujours en fait sur des attentes à deux chiffres, à la fois pour l'exercice 2022 et 2023. Néanmoins, on voit qu'il y a des divergences assez fortes sur les secteurs d'activité. Il y a la prise en compte de l'inflation, il y a la prise en compte du prix des matières premières, donc qui va venir pénaliser des secteurs qui sont notamment, je pense notamment au secteur de l'agroalimentaire. Donc à la fois de l'autre côté du spectre, vous avez toutes les valeurs qui sont directement liées aux matières premières qui, elles, bénéficient de la hausse des cours. Et puis, plus globalement, vous avez les sociétés de services qui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'elles elles poursuivent en fait la fin d'année 2021, à savoir une capacité en fait à augmenter les prix sans avoir aujourd'hui de manifestation dans leur compte de résultats de l'inflation qu'elles pourraient connaître par ailleurs. Alors peut-être au cours de l'année 2022, voire en 2023, le temps que ça se répercute dans leurs coûts. Mais aujourd'hui, voilà pour les premiers enseignements des publications du début d'année. Et alors pour finir très rapidement, Vincent Le San, du coup, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on assiste à des reports d'IPO, une situation avec plus de volatilité pourrait pour le coup mener à ça ? Oui, très clairement, c'est des accès de volatilité qui pourraient réduire les fenêtres. Il y a un autre élément qui est un des points de succès depuis l'année dernière des IPO, c'est la capacité en fait, des entreprises et de leurs conseils à structurer les opérations en allant chercher en amont de l'opération ce qu'on appelle des investisseurs de référence, des cornerstones, que ce soit des entreprises de ce même secteur, des fonds spécialisés, qui permet en fait à la société, quand elle lance l'opération, de montrer qu'une partie de cette opération est d'ores et déjà placée. Et ça sera, je pense, effectivement un des points importants pour la réussite des opérations cette année à l'heure actuelle.
Merci beaucoup Vincent Le San. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de Ports en Part. Merci également de nous avoir suivis ce soir dans Smart Bourse et je vous donne rendez-vous dès demain à 12h30 pour un nouveau numéro de Smart Bourse en direct sur Bismart.